être bref dans mes conclusions parce que vous devez être épuisés. Et puis, ce sont les vacances ce soir, hein, donc on va essayer de ne pas trop traîner. Alors, toujours délicat de faire des conclusions après une journée aussi dense. Je remercie bien entendu tous les intervenants, intervenantes qui se sont succédés au cours de la journée. Il me semble qu'on peut dire que la France de 1914 découvre ces ethnies, je mets le terme au pluriel, et s'étonne de leur particularisme. Les Bretons regardent intrigués les Flamands, les Auvergnats, les Provençaux, les Basques, les Parisiens. Et je crois qu'il faut commencer par la citation que je vous ai mise là sous les yeux de Marc Bloch. Hein, Marc Bloch, qui commence la guerre comme sergent, qui est ensuite nommé lieutenant puis capitaine durant la guerre. Et voilà la manière dont il parle de ces soldats bretons. On ne peut pas dire que ce soit un regard plein d'aménité. Hein? Donc je crois qu'il faut commencer par cela pour comprendre un petit peu la culture d'une époque. Hein? La culture d'une époque qui est faite, comme aujourd'hui sans doute, mais je pense encore davantage à l'époque, de méfiance, d'ignorance croisée, d'ignorance l'un de l'autre, et surtout à des distances géographiques qu'on ne maîtrise pas à l'époque, nettement moins qu'aujourd'hui encore. Donc, je voudrais commencer par le début, c'est-à-dire par la fin. Je voudrais remercier, bien entendu, Olivier Planck et Justine Queugnot. Comme d'habitude, si je puis dire, que leur intervention a été majeure, claire, importante, et je pense que nous aurions tout intérêt, les années à venir, si tant est que Dieu nous prête vie, ces universités d'été, de commencer par les interventions des archives. Hein? C'est quand même notre matériau, qu'on le veuille ou non, de base, hein, en histoire, et qui nous permet d'éviter de dire trop de bêtises. C'est notre garde-fou et c'est notre maîtresse absolue, l'archive. Hein. Alors, en fonction de tout ça, je crois qu'on peut travailler en quelque sorte, présenter ces conclusions, d'abord en fonction d'un critère qui me semble capital, c'est-à-dire la notion au pluriel, les notions au pluriel de gradation, de nuance et de complexité. Gradation, nuance et complexité, on a vu à travers plusieurs communications d'aujourd'hui la découverte d'une société blanche, métropolitaine, qui est beaucoup plus complexe, et Jean-François Klein qui nous l'a en particulier bien montré, qui est beaucoup plus complexe que les sociétés coloniales locales, si je puis dire. Hein? Julie Dandurin nous a parlé de ce que j'appellerais, moi, en transformant un petit peu son expression, peut-être d'une cascade de mépris. Une cascade de mépris croisés. On voit bien toute la complexité des regards de l'époque, les uns sur les autres. Les soldats sénégalais, qui se sentent meilleurs combattants eux-mêmes que les Soudanais. Hein, c'est-à-dire que les critères, en quelque sorte, d'appréciation ou de dévalorisation passent à travers même les populations subsahariennes. Hein, donc, ça plaide, si vous voulez, en faveur d'un éloge de la complexité. Et j'adore cette expression parce que je crois que l'histoire est constamment éloge de la complexité. Sinon, ça s'appelle du journalisme ou de la mémoire. Alors, en fonction de ces critères fondamentaux, gradation, nuance, complexité, je crois qu'on peut organiser effectivement ces conclusions autour de ce que j'appellerais les 4 P. Les 4 P, c'est une règle que je me suis auto-proclamée dans l'après-midi. Hein? Alors, de quoi s'agit-il? D'abord, on a des périples. On a des périples, tout au long de la journée, on a vu des périples extraordinaires. Hein, des périples géographiques, je ne reviens pas sur tous les exemples qui nous ont été donnés. Le service militaire, un premier périple, on l'a vu, aussi bien côté français que côté allemand. Mais on a vu ces périples connus par les Alsaciens lorrains, les tirailleurs de Julie Dandurin et de Jean-Yves Le Naour, les marins de l'Emden. J'aurais tendance aussi à ajouter des exemples tels que les hindous, ou les indiens, pardon, de l'armée Tanchen en Mésopotamie, dont un tiers va mourir en captivité aux mains des Ottomans. Les combattants de Palestine, etc., etc. Bon, je veux dire, les périples sont extraordinaires.
Et la Grande Guerre a été, de ce point de vue, une expérience majeure, et à mon avis quand même assez inédite, parce qu'on peut parler de la première expérience de la Grande Armée, bien entendu, mais quand même, là on change de taille, on change de niveau, on change de massification, si vous voulez, des expériences de voyage, entre guillemets. Les périples, donc, sont le premier regard à porter. Deuxième P, eh bien, les perceptions croisées. Perceptions croisées des uns et des autres, des uns sur les autres. Hein. Et là, on a des choses absolument étonnantes en fonction, bien entendu, de systèmes de représentation de l'époque. Alors, ce sont les regards paysans hein, sur les modes de culture, ce sont des regards de solidarité, mais ça peut être aussi des regards d'hostilité hein, tout au long de nos interventions. On voit aussi une gradation dans ces perceptions croisées, une gradation des contacts. Les Américains, perçus dans un premier temps comme des sauveurs, puis de plus en plus perçus comme des perturbateurs, voire comme des occupants de l'espace français. Des regards méprisants. Jean-François Klein nous parlant du soldat mamselle, hein, avec effectivement une sexualisation à peine voilée, bien entendu. Jean-Yves Le Naour nous parle aussi de l'instrumentalisation des prisonniers de guerre musulmans en Allemagne, de l'échec complet par incompréhension de la culture musulmane par les Allemands. On peut d'ailleurs aussi signaler qu'ils ont fait un fiasco tout aussi important avec les prisonniers irlandais qu'ils espéraient retourner, qui étaient d'ailleurs dans le même camp de Zossen que les musulmans, et ça a été un flop aussi tout à fait considérable. Voilà donc le deuxième P qui me semble important de signaler, avec bien entendu les perceptions qui nous ont été rappelées par Justine et que Jean-Noël avait déjà signalé sur le classement des Alsaciens en 3 catégories, selon leur niveau, je dirais, de francité. Hein, c'est quand même assez intéressant et assez répressif. Troisième P, la présence. La présence souhaitée ou non souhaitée de nos voyageurs, si je puis dire, au sens très large. Alors, là, incontestablement, il y a quelque chose qui m'a frappé. Je pense que nous avons à nous interroger plus profondément dans d'éventuelles autres manifestations. C'est l'interrogation sur la masculinité. Hein, l'interrogation sur la masculinité en guerre, aussi bien de ces voyageurs, qu'ils soient soldats métropolitains, soldats coloniaux, etc., aussi bien à l'égard des femmes françaises qu'à l'égard des femmes d'autres cultures, d'autres civilisations rencontrées ailleurs. Là, on a quelque chose qui oscille entre la tentation d'idylle, mais aussi la tentation de violence. Hein, ça me paraît assez évident. On a vu aussi dans ce troisième P, d'une présence souhaitée ou moins souhaitée, le cas des Russes en Algérie, où Frédéric Guelton nous a montré qu'ils n'étaient pas trop souhaités, c'est le moins que l'on puisse dire. Avec l'hivernage des Sénégalais de Julie Dandurin, on voit l'importation dans un premier temps de la petite guerre dans la grande. C'est-à-dire que Julie Dandurin nous montre bien qu'il s'agit d'une pratique importée, en fait, de la petite guerre coloniale africaine, mais transposée, là aussi avec un principe de massification absolue, dans la France métropolitaine. Alors je pense qu'il y a aussi des aspects que nous n'avons peut-être pas assez creusés, mais qui seraient intéressants à développer, c'est-à-dire les aspects négatifs, certains aspects négatifs de ces voyages, chez ces voyageurs, entre guillemets, de la Grande Guerre. Et je pense notamment à quelque chose qu'on a vu assez fréquemment évoqué, c'est le spleen. Le spleen du tirailleur, c'est-à-dire l'ennui de chez lui, peu mesurable. Hein. On a ça chez les métropolitains, bien entendu, le spleen, le manque de la maison. Mais le soldat métropolitain, lui, il peut écrire, il peut recevoir des lettres de sa famille. Donc c'est ce que j'avais appelé il y a une vingtaine d'années dans un ouvrage, les béquilles du combattant. Le tirailleur sénégalais, le tirailleur annamite, il n'a pas ces béquilles. Donc les
les manifestations de spleen, les manifestations d'alcoolisation, j'avais dit dans mon introduction combien ça pouvait déboucher, y compris sur des émeutes urbaines, j'ai cité des cas quand même précis, des phénomènes de violence liés, si vous voulez, au spleen et à la dilatation, en quelque sorte, de l'espace embrassé par ces voyageurs. Ça peut prendre aussi le tour, le visage de petits signes culturels, mais qui sont des petits signes culturels extrêmement importants au point de vue symbolique. La noix de Kola, par exemple, dont Julie Dandurand nous a fait état. Donc, voilà, c'est ce troisième P sur la présence qui me semble important. Puis je terminerai avec un quatrième P, me semble-t-il. C'est la perpétuation. Perpétuation notamment des contacts. Que reste-t-il de cette dilatation de l'espace? Que reste-t-il de cette dilatation des voyages après la guerre? Et on a plusieurs remarques qui me semblent intéressantes chez différents intervenants de la journée. D'abord, on a une perpétuation mémorielle qui est la mémoire de Pierre, la mémoire monumentale. Hein, c'est ce que Frédéric Guelton nous a proposé avec le cimetière militaire de Saint-Hilaire-sur-Suippe. Et vous avez vu donc non seulement la chapelle, mais effectivement une isba reproduisant stricto sensu une habitation russe. On a des monuments aux morts de Phnom Penh qui nous ont été rappelés par Jean-François Klein tout à l'heure. On a aussi, peut-être n'a-t-on pas assez tenu compte, des traces de vocabulaire, dans le vocabulaire. Par exemple, le vocabulaire passé dans le langage militaire, mais venu du langage des troupes coloniales. Le terme Kanya. Le terme Kanya qui est extrêmement répandu chez les poilus, qui est en fait un terme d'origine vietnamienne. Kanya, c'est la maison. Hein. Le Nyakwe, etc. Donc il y a toute une série de termes qui font mémoire quelque part, je dirais, dans cette perpétuation des contacts. On a bien entendu l'apprentissage de la langue, et ça c'est fondamental. Hein, dans les campagnes donc d'acclimatation, ce terme est à la fois terrible dans ce qu'il est une comparaison implicite avec l'animalité, hein, mais en même temps, c'est un effort, hein, compte tenu des regards de l'époque, c'est un effort de l'armée française, effectivement, pour tenter de mettre en place un moindre mal-être chez ces tirailleurs. Hein. Donc l'apprentissage de la langue à travers les camps d'hivernage, et puis les traces sonores. Alors j'ai beaucoup aimé, bien entendu, l'enregistrement que nous a passé Jean-Yves tout à l'heure. Nous avions déjà utilisé au Mémorial de Verdun, lorsque nous avions monté une exposition temporaire sur la captivité de guerre, on avait déjà utilisé ces témoignages effectivement sonores qui sont extraordinaires, hein, dans le regard porté sur l'autre. Et puis, je terminerai avec un sixième point dans ces perpétuations de contact. Le sixième point, c'est la notion de transition avec la décolonisation. Alors, il ne s'agit pas de se vautrer dans la téléologie, de dire que la Grande Guerre annonce la décolonisation, ce qui serait une bêtise absolument énorme. Mais quand même, on a eu un certain nombre de réflexes aujourd'hui qui nous montrent que la Grande Guerre et les voyages induits par la Grande Guerre sont une première étape, hein, incontestablement, notamment par la volonté d'apprendre la langue française chez certains tirailleurs, mais aussi la volonté d'avoir des retombées positives de leur engagement, retombées positives qui vont être déçues. Hein. Et je terminerai simplement avec l'idée qu'a émise Jean-François Klein en début d'après-midi, cette idée de voyage dans la modernité. Hein, voyage dans la modernité parce qu'effectivement,
les passages via les voyages physiques, si vous voulez, de la Grande Guerre, ça peut être vu incontestablement comme une première étape de revendications qui ne seront pas encore des revendications décolonisatrices, mais qui sont déjà des revendications de dignité, notamment d'accès à la citoyenneté. Voilà. Je remercie toutes les intervenantes et tous les intervenants d'aujourd'hui. Je crois qu'on a fait du bon travail. Je vous remercie de votre fidélité, de votre patience. Je remercie Pauline et toute l'équipe du musée. Et j'espère vous donner rendez-vous à l'an prochain, aussi nombreux. Merci. Bonnes vacances.